Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière chronique de l'année 2025. Au programme de cette édition, 3 sujets d'actualité, le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Que doit-on retenir? Qu'est-ce que ce congrès peut apporter au développement du pays? Ensuite, la polémique autour de l'admission au concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Qu'est-ce qui se passe? Comment les candidats obtiennent-ils ce concours? Enfin, le livre du président de la République, Denis Sassou Nguesso, intitulé En toute transparence 2021-2026, le bilan du quinquennat présenté le 20 décembre dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné Makosso, lors de la quinzaine gouvernementale. Pourquoi ce livre suscite autant de controverses, débats? Est-ce que la méthode choisie par le président de la République pour s'adresser au peuple congolais est-elle la meilleure? Voici l'ossature des chroniques des BFM de ce soir. On en parle avec Brony Fortuna. Bonsoir Brony. Bonsoir Gabriel. Et bienvenue. Je suis très heureux d'être là, surtout que c'est la dernière chronique de l'année. Le plaisir est partagé. Ouais. Brony, le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail s'est achevé après 4 jours de travaux. Quel est selon vous l'essentiel à retenir de ce congrès, tant sur le plan politique que stratégique? Ouais, il faut le rappeler que pendant que nous réalisons cette chronique, le PCT est en train de clôturer, j'ai envie de dire, son 6e congrès ordinaire. Et vous me posez la question, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais il faut savoir que c'est un congrès ordinaire. Ça veut dire que 5 ans après, le PCT s'est donné donc la mission, la discipline, le devoir et même les principes de se revoir, donc de remettre à plat donc son administration, de remettre à plat la direction du parti et de remettre même à plat certains textes, parce que le PCT se veut un parti qui se réinvente par rapport à son évolution. Donc, ce congrès, vous l'avez constaté que ça se tient comme le précédent d'ailleurs, les ordinaires, à quelques mois des élections, cette élection présidentielle. Et finalement, l'enjeu, nous le savons, en premier lieu, c'est d'abord consolider le PCT et donc le leader. Ça veut dire quoi, les relations entre le leader et le PCT? Le président donc du comité central, qui est Denis Sassou Nguesso, le président de la République, et son parti. C'est d'abord ça. Il faut donc réitérer le soutien du parti au président de la République, donc au candidat du parti et au président donc du comité central du parti. C'est d'abord ça. Et vous avez constaté vous-même que tous les mini-congrès qui ont eu lieu, sinon les mini-assemblées générales qui ont eu lieu dans différentes sections, dans différents départements, ont appelé à la candidature du président de la République jusqu'aujourd'hui, qui ne s'est pas déclaré. Et depuis que le congrès avait commencé, nous avons vu dans différentes allocutions des différents délégations des 15 départements, donc des fédérations du parti, toutes ces fédérations ont appelé à une seule candidature, Denis Sassou Nguesso. Donc le PCT est parti, donc ça veut dire quoi? Consolider, ça veut dire que exprimer, réaffirmer son soutien à son leader, lancer un message que au Congo, il n'y a pas un autre leader. Dans le PCT, il n'y a pas encore un autre leader qui doit être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et après, le reste paraît secondaire. Mais pas moins important. Ce qu'il faut se retenir, c'est que quel est donc l'avenir du PCT dans 5 ans, dans 10 ans? Légalement, Denis Sassou Nguesso a encore un second mandat. Et après donc les 5 ans, il ne peut plus, selon la Constitution, ce n'est pas modifié, ce n'est pas changé, se représenter. Et donc le PCT se prépare aussi l'après Denis Sassou Nguesso ou l'après 5 ans, le prochain quinquennat. S'il remplit encore, tout peut arriver. Ok. Le PCT doit se préparer. Quel peut être le scénario politique? S'il réellement la Constitution est respectée et ce n'est pas modifié, quel est donc le scénario politique après Denis Sassou Nguesso? Donc ce congrès, c'est aussi un congrès de projection, c'est aussi un congrès d'avenir, mais aussi un congrès, vous l'avez constaté, et qui veut faire du PCT le véritable parti, imposer l'ancrage du PCT à travers tout le pays.
vous allez constater une forte mobilisation. Vous avez constaté aussi l'invitation des partis politiques, même de l'opposition, même de celles et ceux pendant longtemps ont été hostiles au bilan du parti contre le travail, comme les partis du centre, Edine Elvis Chalisson qui s'est opposé au PCT, vous le savez, quand il lance sa dynamique, le patriarche et la GAE, voilà, le patriarche, il rejoint en quelque voilà, sorte. Et la GAE, finalement, vous êtes rendu compte des éloges d'un discours dithyrambique de Chalisson vis-à-vis du PCT. Donc, c'est un parti aujourd'hui qui dit, si vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas avec nous. Donc, il faut être avec nous pour que le gâteau de républicain soit partagé avec vous. Sinon, finalement, vous n'aurez rien. Et vous avez constaté, Tchatchi Mabiala, on peut comprendre, puisque lui aussi, il est un social-démocrate, même s'il se croit être de l'opposition. Vous l'avez vu là-bas, vous avez vu, je parlais de Edine Elvis Chalisson et même Ongio Sengabe, le PCT, avec ce congrès, a voulu finalement montrer son poids politique, a voulu montrer qu'il continue de contrôler la machine politique. Il a voulu aussi montrer que c'est lui qui distribue, qui fait le partage du gâteau, qui fait le partage de la viande. Et si vous ne le suivez pas, finalement, vous n'aurez rien. Brony, des recommandations ont été adoptées, une nouvelle ligne a été tracée et de nombreux jeunes ont rejoint le parti. Ces décisions et cette dynamique peuvent-elles réellement influencer la gouvernance du pays et le paysage politique national? Absolument. Le PCT, vous constatez, selon ce que nous comprenons, il y a aujourd'hui, vous parlez des jeunes, il y a pratiquement tous les directeurs généraux qui ont été d'une manière ou d'une autre conditionnés, imposés, contraints à intégrer le parti. Ça n'a pas été un simple appel. Ce n'est pas un devoir, on va en dire, politique ou républicain. C'est que, d'une manière ou d'une autre, le PCT a imposé, a conditionné, a contraint les directeurs généraux, tous ou presque, à intégrer le parti contre le travail pour ceux qui n'étaient pas encore jusqu'aujourd'hui. Vous avez aussi constaté, même certains syndicalistes dans le domaine du transport ont intégré le parti. Sans parler de la profession, le journalisme aussi. On a vu même des journalistes, on a vu des confrères journalistes qui ont intégré le parti. Vous avez constaté que les chefs de service, pas les moindres, qui sont dans les régies financières, les syndicalistes qui sont dans les régies financières, intégré le PCT. Mais finalement, même certains ministres qui n'étaient pas aujourd'hui ont intégré. Et c'est pour dire quoi? Il faut comprendre ça sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est que le message est fort. Tous ceux qui veulent soutenir le président de la République doivent être au PCT ou dans la majorité présidentielle. Il faut dire que finalement, c'est le PCT qui est cette majorité présidentielle parce que le PCT domine tous les autres partis de la majorité présidentielle et vous avez constaté les délégués de chaque parti de la majorité présidentielle se défiler pour parler donc à la tribune de ce congrès appelé à la candidature du président de la République. Donc le discours est le même puisque c'est la majorité présidentielle. Donc c'est vous, celui qui veut soutenir le président de la République doit être au PCT ou doit nous suivre. Il y a ça qu'il faut retenir. Autre chose, c'est que vous voulez continuer à être directeur général, vous voulez continuer à être ministre, vous voulez continuer à profiter de ce pouvoir, vous devez être au parti. Le PCT veut contrôler pour ne pas que rien ne l'échappe. Il faut donc un soutien populaire, il faut un soutien solide à tous les niveaux de la République pour montrer finalement que le parti n'est pas seulement fort, mais il est encore porté, que le parti a encore des beaux jours devant lui. Et vous avez aussi le côté financier qu'il ne faut pas oublier. Le PCT ne va pas toujours continuer directement à puiser dans le trésor en traverse une période de crise. Il faut donc indirectement puiser dans le trésor. Ça veut dire quoi? Tous ces DG ceux qui ont des budgets de fonctionnement et d'autres institutions qui ont des budgets de transfert, ça veut dire quoi? Il faut que chacun apporte sa contribution. Vous le savez que le DG n'a pas une grosse prime. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné qu'il puise dans le budget pour aller financer le parti. Donc il faut, celles et ceux qui sont à des postes
de décision et celles et ceux qui sont dans les postes de responsabilité, comme je parlais des ministres et autres chefs de service, doivent être au PCT pour financer les actes du parti, parce que vous le savez que finalement le parti n'a pas suffisamment de moyens, même quand les membres cotisent, pour faire face à ces charges. Et vous avez constaté même que chaque délégation de chaque fédération a pu contribuer autour, si on fait un peu le total de ces contributions, on est autour de près de 700 millions de francs CFA. Et donc, le PCT aujourd'hui va être, pour résumer, vous voulez soutenir le président de la République? Vous venez avec nous. Le PCT veut contrôler, mais tout le système. C'est lui qui redistribue ce qu'il faut. Il veut tout avoir avec lui. Et le PCT veut finalement récupérer d'une manière ou d'une autre les fonds qui sont sortis du trésor. Il faut donc financer le parti avec. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous avez aussi cette fameuse loi sur les partis politiques qui a été modifiée. Celle n'est pas rejetée par la Cour constitutionnelle parce que selon les analyses des uns des autres, et même quand on constate que c'est la liberté individuelle qui est aujourd'hui en train d'être étouffée, en train d'être carrément éteinte, si cette loi n'est pas rejetée par la Cour constitutionnelle, pour être conseiller municipal ou conseiller départemental demain, élu local, il faut être dans un parti politique. Et avoir aussi le baccalauréat. Voilà, il faut avoir le baccalauréat. Donc, pour celles et ceux qui sont dans ces postes de responsabilité et qui puissent dans ce pouvoir, l'unique parti où il faut aller pour le moment, c'est le PCT. Et vous avez aussi le PCT, aujourd'hui, apparaît aux yeux de plusieurs jeunes, vous parlez des jeunes, comme l'ascenseur social. Oui. Voilà. Pour avoir un poste, puisque ces jeunes ont été formatés à rêver que des postes, à rêver que de l'ascension sociale, que de la promotion, sont parfois réellement milités. Et donc, l'ascenseur social aujourd'hui, l'ascension de promotion, c'est le PCT. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir garder votre poste de DG, de ministre, de conseiller, de député, même quand vous êtes à l'opposition, parce que le PCT redistribue les postes. Ils vont dire, c'est le PCT qui décide quel est l'opposant qui peut occuper telle circonscription, en dehors de Yuki qui était fort hier. Aujourd'hui, Yuki est affaibli. Donc, le PCT n'a plus un parti qui soit capable, dans les conditions actuelles, de lui faire face, comme le Yuki l'a fait hier. Donc, c'est le PCT qui décide qui doit être opposant, qui ne doit pas l'être. Donc, en ce moment-là, il faut donc s'imposer, il faut donc conditionner et imposer à tous d'intégrer le parti. Et ces jeunes qui rêvent donc de l'ascension sociale, qui rêvent de la promotion, pensent que l'issue, sinon le moyen le plus sûr, c'est le parti congolais du travail pour être député, pour être élu local, pour être ministre, pour être DG et pour être à un poste de responsabilité dans ce pays, et même parfois pour avoir le soutien, j'ai envie de dire, financier du gouvernement d'une manière ou d'une autre. Il faut collaborer avec le parti. Donc le parti veut se repositionner parce que pendant les 5 ans, avec les crises successives que nous avons connues, le PCT quand même de l'extérieur s'est affaibli, même si les résultats électoraux paraissent être ceux qui nous présentent. Mais on sait, c'est quand même un parti qui est aujourd'hui totalement rejeté par la population en grande partie, qui n'est plus porté. Ce congrès, avec la forte mobilisation et l'arrivée de cette nouvelle génération, c'est aussi dire à la population que le parti est toujours fort. Mais pour terminer, il y a aussi l'alternance. Je vous parlais tout à l'heure des 5 ans à venir et même des 10 ans à venir. L'alternance se joue au sein du PCT, puisqu'il est interdit aux militaires, aux magistrats de faire de la politique. Et donc, on ne peut pas avoir un changement au niveau politique, au niveau du pays, si ce n'est que dans le secteur politique. Et s'il y a alternance dans l'avenir, ce serait donc au sein du parti politique. Quand je parle d'alternance, je parle de ce parti au pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Il faut du sang nouveau pour que le prochain candidat, s'il y a vraiment un prochain candidat, soit porté par cette nouvelle génération qui n'a rien à voir avec l'ancienne génération qui est du président de la République, qui est de Pierre Moussa, qui est de Rodolphe Adada et autres. Donc, il faut donc un nouveau sang qui va porter le nouveau candidat pour éviter toute contestation. Et donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et puis, le PCT aujourd'hui, vous le savez, c'est son congrès
Et l'ambition principale, c'est de conserver le pouvoir que pour le pouvoir. Brony, tout à l'heure, vous avez parlé que le PCD veut tout contrôler. Et est-ce que le management du Parti congolais du travail a de l'impact sur la vie sociale des Congolais? Il faut savoir que d'une manière ou d'une autre, le PCT a impact sur le développement du Congo, impact sur la vie sociale des Congolais. Si vous avez suivi le message du président du comité, le président du PCT, donc qui est le président de la République à ce congrès, il recommande au parti, parce qu'à un moment donné, le parti, pendant quelques années, depuis plusieurs années, est devenu une sorte de folklore où finalement le PCT se caractérise par les mobilisations à gauche et à droite, se caractérise par des slogans, se caractérise par le culte de la personnalité. Mais Denis Sassou Nguesso leur a rappelé que finalement, le parti doit être un laboratoire. Les comités qui sont mis en place, les fédérations doivent jouer le rôle de laboratoire, de concepteur, de conception des projets. En réalité, le projet du président de la République, qui est le candidat du Parti contre le travail, doit sortir en réalité des réflexions, des recherches du Parti congolais du travail. Ça ne peut pas sortir finalement d'ailleurs ou de la conception seule du président de la République. C'est le parti qui doit concevoir sa vision. Pour réfléchir. Et quand on sait que c'est le parti qui est au pouvoir et la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui, et donc la politique du Parti congolais du travail, et quand on sait que les hommes qui sont choisis à gauche et à droite et qui occupent des postes à gauche et à droite sont aussi du Parti congolais du travail ou de la majorité présidentielle, et finalement, les conséquences des résultats ou encore les conséquences de la politique actuelle de la gestion du pays, finalement, aura de l'impact sur la population. Mais il faut savoir que ce congrès ne va rien changer dans le social des Congolais. C'est ce qu'il faut retenir. Je vous disais tout à l'heure, c'est un congrès de conservation du pouvoir, c'est un congrès de projection, j'ai envie de dire, des perspectives. Comment faire pour concevoir le pouvoir aujourd'hui et demain? Comment faire pour préparer l'alternance? C'est ce qui préoccupe le PCT aujourd'hui, parce que vous allez même voir les sommes aussi colossales qui ont été dépensées par ce congrès. Et alors, si on s'en tient aux quelques informations que nous avons, et par jour, le PCT dépense à peu près 150 millions de francs CFA. C'est des informations à vérifier pour les primes des congressistes. Et si vous prenez les 4 jours, on peut tourner autour de 600 et quelques millions de francs CFA. Et si on prend finalement d'autres choses et tout, c'est un congrès qui a coûté des milliards et des milliards. Alors que ce parti, depuis 40 ans à la tête du pays, n'arrive pas à faire face aux besoins sociaux. Donc aujourd'hui, le problème, c'est comment conserver le pouvoir. Ce serait ça. Ils vont essayer de revoir ils ont essayé de revoir les textes. Ils vont essayer dans l'avenir lancer quelques opérations à travers le gouvernement et tout. Mais il faut savoir, finalement, l'impact aujourd'hui avec tout ce que le Congo vit, il est difficile que le PCT rattrape dans les 5 ans à venir ce qu'ils n'ont pas pu faire en 40 ans. Donc, le congrès, c'est un congrès de conservation du pouvoir, pas un congrès social, pas un congrès d'alternative aux problèmes des Congolais. Ça, il faut le retenir. Merci Brony. Un autre sujet dans cette chronique, le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature fait l'objet de nombreuses polémiques. Qu'est-ce qui explique selon vous l'ampleur de ces contestations? Il faut savoir depuis que c'est l'un des concours les plus importants. C'est par ce concours, sinon par cette école que sont formés les magistrats, sont formés les avocats et bien d'autres filières. On vous dit c'est une haute école. Et donc ceux qui sortent de cette école doivent être des hommes et des femmes, mais très bien formés, et qui soient capables au barreau, qui soient capables dans les tribunaux, qui soient capables dans nos administrations de mieux gérer et de mieux se comporter. Ça doit donc être, j'ai envie de dire, le summum bonum, donc le summum même de l'encadrement de la formation. Et le concours, en réalité, quand on parle d'un concours, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un recrutement, mais c'est un concours. Ça veut dire quoi? Les gens doivent concourir. On ne tient pas compte de la tête des uns des autres, les conditions sont connues. Vous avez votre tel ou tel diplôme, vous êtes tel ou tel. Les conditions sont connues pour concourir. Malheureusement,
depuis quelques années, on sait, avec nos enquêtes, que la majorité de celles et ceux qui obtiennent ce concours ne l'obtiennent pas par leur mérite. Il y a des recommandations. Vous avez lu certainement un article de notre confrère Alphonse Ndongo qui déplore aujourd'hui ce qui est devenu l'université Marengwabi, qui décrit aujourd'hui les actes de corruption suite à une correspondance que nous ne pouvons pas sur ce plateau, j'ai envie de dire, confirmer parce qu'on n'a pas authentifié, nous n'avons pas contacté l'auteur ou celui qui est cité dans le courrier, mais quand on se fonde sur ce que dit Alphonse Ndongo, on constate que vous avez des autorités qui font des recommandations à l'université Marengwabi pour donner, j'ai envie de dire, offrir gratuitement le concours à certains enfants des dignitaires. Soit vous payez une somme qui varierait entre 1 million, 2 ou 3 millions pour ceux qui en ont, soit c'est une recommandation d'un dignitaire du pouvoir et qui a aujourd'hui la même mise sur la gestion de cette université et qui recommande, comme vous l'avez constaté dans l'article d'Alphonse Ndongo, finalement on a recommandé au ministre de la Justice de donner gratuitement le concours à une compatriote. Et c'est des pratiques qui sont devenues comme ça et vous constaterez ceux qui n'ont pas de moyens mais qui sont intelligents, ceux qui ont réellement mérité, le savent. Et même quand vous rencontrez un jeune, j'ai envie de dire, auditeur ou encore étudiant à l'ENAM, la question qu'on lui pose, comment as-tu fait pour venir ici? Ou on sait simplement que c'est un monde totalement corrompu. Ce n'est pas que ce n'est pas que l'ENAM. Toute l'université Marengwabi aujourd'hui est paralysée par la corruption. Et ce qui dérange, pourquoi ça suscite la contestation? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui accepter que cette école-là, qui est une haute école de formation, se résume aujourd'hui à offrir au prix des billets de banque, ou finalement par rapport aux relations politiques et autres, ce concours aussi prestigieux aux gens qui ne le méritent pas. Et c'est ce qui aujourd'hui suscite la contestation, c'est ce qui désole aujourd'hui, même pour celles et ceux qui s'y ont allés, sont réellement un parent, sans argent, mais qu'on a écarté simplement parce que le nom ne figure pas sur la liste de la recommandation. Bruni, des accusations évoquées, des admissions contre paiement au détriment du mérite. Que relève cette situation sur l'état de notre système de recrutement des hauts cadres de l'État? Si ces pratiques se confirmaient, quels risques cela ferait-il peser sur l'avenir de l'administration publique et la crédibilité de l'État? Je commencerai par vous prendre un exemple. Je me souviens, il y a quelques années, je travaillais encore à Vox TV. À côté, il y avait un restaurant de fortune. J'y allais de temps en temps pour me rafraîchir et tout. Je retrouvais des gens en train de saisir, de travailler, d'imprimer, puisqu'il y avait aussi un service de secrétariat là-bas. J'ai fait connaissance avec une jeune dame que je connaissais. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici de temps en temps? Non, nous sommes au secrétariat de la direction générale de la fonction publique. Le travail qu'on nous confie, nous ne le connaissons pas parce que cette jeune dame, c'est une jeune dame que j'ai rencontrée dans un hôtel, qui était serveuse dans un hôtel et qui s'est retrouvée au secrétariat de la fonction publique. Et donc, finalement, même quand elle écrit, elle avait des difficultés. Et c'est elle qui se retrouve au secrétariat. Mais comment tu as fait pour venir ici? Non, mon oncle m'a fait recruter à la fonction publique. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces fonctionnaires? C'est que ça veut dire que, comme ils ne pouvaient pas faire le travail qu'on leur a confié par leur chef, ils le faisaient faire à l'extérieur par ceux qui peuvent le faire. Moyennant 10 000, moyennant 5 000, moyennant 20 000. Ou un pot, une bouteille de bière. Donc, on a recruté au secrétariat de la fonction publique des gens qui n'ont pas de niveau, des gens qui ne connaissent pas l'administration et qui sont obligés d'avoir recours à l'extérieur pour traiter les dossiers. C'est ce qui est devenu déjà notre administration. Vous avez des gens qui ne peuvent pas saisir, qui ne connaissent pas l'ordinateur, qui ne connaissent pas comment allumer un ordinateur et qui ne savent pas comment harmoniser un texte et qui ne savent pas, je vous dis, ce que c'est que l'Internet. Ce que c'est comment prendre un courrier d'un point à un autre, comment enregistrer un courrier. Que ça. Mais si on va encore beaucoup plus haut, vous avez aujourd'hui des magistrats. J'ai discuté avec une dame, mais vous posez la question, mais hier, un magistrat, mais c'est le sommet.
Mais aujourd'hui, vous avez des magistrats, mais qui sont sortis de cette école, mais qui ne connaissent pas la loi. Et qui ne savent même pas ce que c'est que leur job. Vous avez des avocats qui sont devenus des gros paresseux. Donc, on va se retrouver dans cette administration totalement fragilisée, une administration qui n'est pas capable de faire son travail, et c'est pour cela qu'on se retrouve avec des courriers à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas la déontologie, parce qu'il n'y a pas une vraie culture. On se retrouve avec des courriers parfois avec des fautes du début à la fin. On se retrouve aujourd'hui finalement avec des procès qui n'ont pas été des procès, j'ai envie de dire, crédibles et justes, simplement parce que le magistrat, n'étant pas capable, se fait corrompre ou encore finalement ne sait pas comment traiter l'affaire. Et on constate aujourd'hui la démission totale de la justice face à tout ce qu'on vit dans la société. Et donc, les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Et ça va être beaucoup plus dangereux demain parce que le magistrat, l'avocat est dans la société ce qu'est le médecin. S'il y a une faute juridique pendant un procès, un innocent peut être condamné alors que c'est la faute du magistrat. On aura des médecins qui ne connaissent pas de leur métier et qui vont continuer à tuer. On aura des avocats qui ne pourront pas être capables de faire leur job. De défendre. Et voilà, c'est ça le vrai problème. Il faut savoir et que comme quand on intègre l'administration, on monte en grade et on va donc demain se retrouver aussi avec des ministres, avec des DG et finalement qui n'ont rien, qui ont une tête pleine, mais pas une tête bien faite. Comment faire pour y remédier? Il faut arrêter avec la corruption. Comment faire? Mais comment faire respecter la loi? Vous avez dans ce pays plusieurs institutions de répression contre la fraude, la concussion, la corruption et tout ce qu'il faut. Vous avez la justice doit faire son travail. Vous avez aujourd'hui, j'ai envie de dire, je parlais de la loi tout à l'heure, il faut que la loi soit appliquée dans sa plénitude. Sinon, à un moment donné, on ne peut rien faire dans ce pays et c'est un danger public. Si l'éducation est détruite, si c'est un danger public, si nous ne pouvons pas avoir des magistrats compétents dans ce pays, si nous ne pouvons pas avoir des avocats compétents, parce que toute une école, tout un institut est paumé par la corruption, tout un institut est totalement rouillé par la corruption, gangréné par la corruption. Donc il faut donc arrêter avec la corruption. Il faut également respecter aujourd'hui la méritocratie. Il faut mettre la méritocratie j'ai envie de dire au centre de ces concours, au centre des recrutements. Recruter sur la base des mérites, ne recrutez pas sur la base des filiations ou encore sur la base des visages ou encore des connexions familiales ou politiques. Il faut arrêter avec des recommandations. Sinon, c'est le Congo qui périt, c'est le Congo qui subit. Et demain, vous vous souvenez, il y a quelques années, le Tchad avait, à un certain moment, d'abord interdit les cérémonies de remise des diplômes et à un moment donné, avait arrêté les concours à l'ENA et même annulé certains diplômes parce que il y avait trop de corruption et on avait constaté ceux qui avaient ce concours n'avaient pas de niveau. René, nous arrivons presque à la fin de notre chronique de ce soir. Un dernier sujet, nous parlons du livre du président de la République intitulé « En toute transparence ». Le président de la République a choisi de présenter le bilan de son quinquennat à travers un livre. Comment interprétez-vous cette démarche politique et communicationnelle? On dit que les paroles parfois s'envolent, mais les écrits restent. Est-ce que c'est la bonne méthode? Oui, je crois que la bonne méthode, c'est quand même laisser les écrits, qu'ils soient contestés ou pas, qu'ils soient vrais ou pas. Bon, au moins, on sait que cet ouvrage va servir à la fois aux générations d'aujourd'hui et futures, va servir aux intellectuels, va servir aux chercheurs. Voilà, ce qui nous a manqué dans notre histoire africaine, c'est parce que pendant longtemps, nous n'avons pas su mettre dans un ouvrage par écrit ce que est l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique se cherche encore parce que nous n'avons pas écrit. Et là, je pense que la méthode, peut-être qu'il n'est pas l'ultime méthode, c'est que le président de la République avec son gouvernement ont pensé de mettre sur papier
un bilan, leur bilan, donc le bilan du quinquennat, et c'est une première depuis que le président de la République est à la tête de ce pays, de mettre dans un ouvrage ce qu'il a pu faire, ce qu'il n'a pas pu réaliser, et les perspectives, c'est cet ouvrage-là qui donc est publié en toute transparence. On dit bien le bilan du quinquennat, c'est lui-même qui le préface, c'est lui qui, étape après étape, est en train d'indiquer dans cet ouvrage ce qu'il a pu réaliser, sa vision des choses, là où il veut aller. Voilà un peu, à mon avis, je ne pense pas qu'il va s'arrêter à cet ouvrage. Le bilan est écrit, oui, mais je pense qu'il y a un moment, ce qui est important, parce que tout le monde n'a pas accès à cet ouvrage, et même si tout le monde pouvait y avoir accès, pouvoir en avoir accès, vous le savez très bien que la majorité des Congolais ne lit pas, vous le savez également que on a tellement trop de problèmes qu'à un moment on n'a pas le temps de consacrer à lire cet ouvrage-là. Il faut donc multiplier les opérations de campagne de sensibilisation, de promotion de cet ouvrage, surtout de ce qui est fait, sensibiliser la population. Je pense que le premier, ça commence à le faire. Peut-être que le président lui-même prendra le relais dans les jours à venir pour expliquer réellement ce qu'il a pu mettre dans cet ouvrage, ce qu'il a pu réaliser, ce qu'il n'a pas pu réaliser. Faire de la sensibilisation, prenez demande un coût financier pour faire entendre, bien pour faire découvrir ce livre à l'endroit des populations. Est-ce que le Congo en a les moyens? S'ils ont pu écrire cet ouvrage-là, c'est avec plusieurs exemplaires, je ne vois pas. Ce qui est plus important, ce n'est pas écrire. Ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que la population a compris. Est-ce que la population a compris ce qui est dit? Parce qu'on peut écrire et le laisser dans un tiroir. Il y a des gens qui l'ont reçu jusqu'aujourd'hui qui ne l'ont jamais lu, même certains ministres qui n'ont pas pris le temps de le lire d'ailleurs. Voilà, j'ai discuté avec une autorité qui n'a même pas jeté un coup d'œil alors qu'il était à la quinzaine. Voilà, donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir imprimé cet ouvrage, mais c'est de le faire comprendre. Il faut que la population comprenne, il faut qu'elle soit informée exactement c'est quoi en toute transparence, pourquoi en toute transparence, qu'est-ce qui est réellement dit, est-ce que c'est vrai, parce que la population, elle, c'est elle qui, en dernier ressort, bénéficie de cette politique et doit bénéficier ou en subit. Donc, il faut que la population soit informée, en réalité, pour essayer de se confronter à ce qui est dit dans cet ouvrage-là, pour savoir si ce qui est dit est vrai ou pas, si ce qui est dit n'a pas été compris, c'est compris. Il faut savoir que c'est un bilan qui est dans un ouvrage, mais il faut le faire sortir de l'ouvrage pour expliquer à la population. Et il faut qu'ils trouvent les moyens, parce que s'ils l'ont imprimé, si le PCT a pu organiser un congrès avec des coûts de milliards, je ne vois pas comment est-ce que on va pas arriver à promouvoir cet ouvrage, l'expliquer à la population, parce que si la population n'est pas informée, je ne vois pas comment on peut évoluer sans que cette population comprenne ce qui est dit. Brony, est-ce que ce livre, en toute transparence, comme le livre est intitulé, devrait pas être voir le président de la République en face des journalistes, puisqu'il avait dit je viendrai rendre compte aux populations. Est-ce que la démarche appropriée du président à travers un livre, est-ce que les Congolais ont vraiment apprécié? Moi, je pense qu'il faut pas rester dans la forme, Gabriel, ou encore, j'ai entendu ce débat, mais pourquoi c'est le Premier ministre, mais pourquoi c'est le gouvernement, mais pas lui-même. Le président de la République a fait un état sur l'état sur la nation, vous vous souvenez, le 28 novembre. Ce qu'il a dit se retrouve dans cet ouvrage. Il va encore parler demain, donc le 31 décembre. Il a eu le temps de parler de temps en temps quand il le faut. Moi, la méthode, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe aujourd'hui, c'est ce qui est dit. Est-ce que ce qui est dit dans ce livre, c'est vraiment ce qui reflète la réalité sur le terrain? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Moi, je suis pas membre du gouvernement, mais je fais mon analyse à moi. Vous m'avez posé la question, mais pourquoi ce format? Pourquoi le livre? Il faut savoir que, il faut savoir la raison en réalité qui se cache derrière ça aussi, je comprends bien, c'est que le président veut quand même dire, par rapport aux critiques qui viennent de l'opposition et même de la population, que finalement, mon bilan n'est pas que négatif, même s'il y a des zones de négativité, d'échecs aussi qu'il faut souligner. Il veut aussi savoir expliquer, en réalité, si j'ai bien lu l'ouvrage, c'est que le Congo, ils ont, à mon avis, titubé pendant longtemps. Tout le temps qu'on parle, Nouvelle Espérance, comme on dit, les nouvelles expériences, on a eu aussi le Congo en marche et tout ce qu'il faut. Finalement,
pendant tout ce temps, si on comprend bien l'ouvrage, parce qu'on parle d'un bilan d'un quinquennat, les précédents, on n'a pas fait comme on fait avec, c'est pour dire que pendant longtemps, les différents gouvernements qui se sont succédés cherchaient réellement la voie du développement. Est-ce qu'on a trouvé cette voie? Et si on comprend bien avec ça, et si vous lisez ce résumé, donc on comprend dans toute transparence, c'est un livret qui résume ce qui est dit ici, vous allez voir les graphiques qui sont présentés ici, nous montrent que pendant, donc finalement, de 2010 à aujourd'hui, quand on regarde les graphiques, le pays, sur le plan économique, n'était pas toujours stable. Sur le plan économique, le pays dépendait toujours du pétrole. Et finalement, depuis 2021, on constate, je sais pas si on peut prendre ça, on constate finalement que au niveau des graphiques, la flèche monte sans baisser, sans fléchir. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont en train de nous faire comprendre ici que depuis 2021, ils ont finalement réussi à trouver la voie de développement avec toutes les réformes qui sont décrites ici, que je ne peux pas énumérer parce que tout est décrit dans cet ouvrage-là. Ils ont parlé du FMI, qui finalement a imposé des réformes. Ils ont parlé des institutions qui sont mises en place aujourd'hui pour lutter contre la corruption et autres. Ils ont parlé aujourd'hui sur le plan sanitaire des hôpitaux qu'ils ont construits et même comment ils ont tout fait aujourd'hui pour lutter contre la mortalité, réduire la mortalité infantile. Ils donnent les chiffres dans cet ouvrage-là. Et si on comprend bien, c'est pour dire que finalement, tout le temps que nous sommes restés au pouvoir, tout le temps qu'on est là, on cherchait réellement les voies pour mettre le Congo sur son vrai chemin de développement. C'est ce que ressort en réalité, c'est ce que je comprends de cet ouvrage-là. Donc, on a trouvé le vrai chemin parce que depuis 2021, la courbe monte sans problème, la courbe reste stable, ça monte sans problème. Et or, entre 2010 et 2020, ça a oscillé entre 10%, ça descend l'année prochaine, l'année qui arrive, ça monte, après ça descend. Il n'y avait pas de stabilité. Et ce qui fait que même les 14 000 milliards de francs CFA de générations futures soient dilapidés, malgré qu'on avait le pétrole qui était bien vendu sur le marché, malgré l'argent qu'on a engrangé depuis 2007, 2002 jusqu'au finalement 2014, comme nous n'avons pas pu le gérer, ce qui a fait aussi que finalement les différents PND échouent. Et si on comprend bien donc le livre, et c'est que le gouvernement est en train de nous faire comprendre, le président, que il a trouvé réellement, avec les réformes actuelles, la voie du développement. Brony, une dernière question avant de nous séparer. À la lecture de ce bilan, peut-on parler d'un quinquennat global positif ou d'un exercice de justification politique? Bon, je ne peux pas, moi, dire si le bilan est positif ou négatif. Seulement, il faut savoir que les réformes, quand elles sont engagées, l'impact peut être à court terme, moyen terme et long terme. Il y a des impacts qu'on peut ressentir aussitôt. On regarde comme au Sénégal, ce nouveau pouvoir qui est arrivé avec les réformes, on constate qu'il y a un changement à l'immédiat, mais il y a aussi j'ai envie de dire les conséquences, les résultats qui peuvent arriver un peu plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'ils ont, au Sénégal, ils ont une politique nationale sur 50 ans, jusqu'en 2050. Donc, ici, pour savoir si le bilan est positif ou négatif, il faut donc confronter les chiffres-là, la réalité donc de cet ouvrage et la vérité sur le terrain. C'est en ce moment-là, la population va dire si le bilan est positif ou pas. Et ce qu'il faut comprendre dans ce qui est dit quand j'ai suivi le Premier ministre, puisque toi-même vous étiez à cette quinzaine-là, c'est que ce qui est dit ici, on dit pas que le bilan est positif, que nous avons réussi, parce que les gens se sont attardés sur la conclusion, mais écoutez, on a dit que le bilan est positif, on a tout réalisé. Non. Ils ont réalisé ce qui est dit dans cet ouvrage. Le gouvernement a réalisé ce qui est dit dans cet ouvrage, mais pas réalisé le programme intégral du gouvernement, puisqu'il y a une nuance à faire. Ce qui est dit dans cet ouvrage-là est vérifiable. Donc,
c'est aux techniciens, c'est à la presse, c'est aux opposants d'apporter des arguments contraires pour dire finalement, on le constate d'ailleurs, que ce qui est dit n'est pas vrai sur le plan des chiffres, avec source à l'appui. Vous avez par exemple, quand on parle de la mortalité infantile, le taux de mortalité qui est réduit, on parle source, les chiffres sont de la primature. Il faut que maintenant, ceux qui s'opposent à ça, apportent aussi des chiffres, mais avec les sources. Donc ici, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a épinglé ce qui est fait dans le projet. Et donc, ce qui est fait ici, c'est ce qui est pour le gouvernement positif, mais pas la globalité du programme du président qui est positif, parce que on avait prévu de construire les 12 hôpitaux. Sinon, ça va être 15 bientôt. On avait prévu la stabilité électrique, on avait prévu l'eau, on avait prévu de réduire le chômage aujourd'hui. On constate que tout cela ces résultats ne sont pas aujourd'hui satisfaisants. Donc, on peut pas dire que le programme du président de la République dans son ensemble est positif, mais ce qui est dit ici est vérifiable. Donc, les gens peuvent aller vérifier. Je ne suis pas là pour j'ai envie de dire, donner les points au gouvernement 0, 3, c'est pas, ou 10. Moi, je me dis que quand on lance les réformes, le problème, c'est que ça peut impacter aujourd'hui, comme ça peut impacter demain. Et quand vous avez suivi le Premier ministre, il reste rassurant, il reste optimiste que dans les jours à venir, ce qu'ils ont, comme on dit, ce qu'ils ont planté aujourd'hui, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils ne soient pas au pouvoir, pourraient apporter des résultats demain. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci Brony. Merci Gabriel. Merci à vous de nous avoir suivis durant toute l'année 2025. Merci pour la considération que vous portez à Thieleka Média. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, commentez, partagez le contenu. La grande famille Thieleka vous remercie, vous souhaite meilleurs vœux. On se dit en 2026. Au revoir.